Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point de marché de ce dimanche 21 septembre. Alors, le prix continue de stagner, Bitcoin ne bouge toujours presque plus. Pour autant, la réunion avec Jérôme Powell s'est plutôt bien passée mercredi puisqu'on a eu cette fameuse baisse des taux de 0,25 points, ce qui était un peu prévu, annoncé, puisque les probabilités de l'avoir étaient quand même proches de 100%. Et pour autant, on a l'impression d'être toujours dans le brouillard en attente du prochain mouvement. Alors justement, j'ai envie de vous dire, la plupart des investisseurs sont plutôt paralysés, obsédés par une seule chose, le prix. Ils se sentent comme des passagers stressés dans un train sans savoir finalement où il va. Alors aujourd'hui, on va faire le contraire, puisqu'on va essayer d'ignorer tout ce bruit ambiant en surface, tout ce qui peut se passer sur les réseaux, même dans l'action du prix, et finalement, on va tenter de regarder ce qui se passe vraiment en coulisses. Prise de profit, flux de capitaux, mouvement des whales, c'est finalement ici que se cache la vraie tendance de fond, et je vais vous montrer comment, de mon côté, j'ai transformé ce stress en sérénité grâce à ça. Je suis CryptoSapiens et vous le savez, cette situation, je la connais par cœur, puisque déjà entre 2021 et 2023, non pas que j'étais un débutant en investissement, en finance et surtout sur ce marché, eh bien ces longues phases de consolidation, de doute, finalement, je faisais partie de ce train qui ne savait pas où aller. Et donc mon erreur, c'était pas forcément un mauvais investissement, mais c'était plutôt d'être obsédé par tout ce que l'on voit finalement, cet indicateur qu'est le prix. Alors, résultat, vous en doutez bien, peut-être que vous êtes encore parmi ce ressenti, frustration, du stress, de l'incertitude. Et personnellement, c'est vrai que j'ai été totalement dépendant des opinions des autres que je voyais sur les réseaux. J'étais un grand fan finalement de l'idée de gagner de l'argent, mais je rejetais un peu le processus pour y arriver. Et forcément, cette frustration m'a poussé à chercher un peu d'aller plus loin. Mon but n'a jamais été de passer des journées entières devant les graphiques pour tenter de comprendre ce qui se passe. Mon but, c'est de savoir si mon argent est bien investi et qu'on est dans la bonne tendance pour pouvoir le faire. Donc, pour ça, vous le savez, que j'ai plongé dans les tendances, dans les données on-chain, pardon, et que j'ai compris que le prix n'était pas que la seule conséquence de tout ce qui se passait, mais plutôt, justement, le comportement des investisseurs, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Encore une fois, donc très content de vous avoir avec moi pour cette vidéo. Alors du coup, on va regarder ce que nous disent les données, ce qui se passe en coulisses, puisque le prix ne fait encore pas grand-chose, il stagne, et du coup, en 3 points assez cruciaux, on va déjà regarder la position des investisseurs sur le marché, comment ils se sentent, entre guillemets, ce qu'ils font également en point 2, et surtout au niveau des flux de capitaux, ce que l'on essaie de voir, et ensuite en toute fin de vidéo, bien, on regardera les niveaux de peine maximale ou d'euphorie maximale, ce qui va globalement nous intéresser ici. Vu que maintenant on se retrouve au-dessus de notre fameux coût moyen d'acquisition, cette fameuse zone qu'on défendait il y a de ça quelques semaines encore, qui était autour des 109 000 $, eh bien, pour l'instant, on a un marché qui réagit plutôt bien. On est autour des 95% de tous les bitcoins sur le marché qui se retrouvent en profit, ce qui nous permet de mesurer que les investisseurs globalement sont beaucoup moins sous pression. Il y en a environ que 5% d'entre eux qui le sont pour l'instant. Et vous vous doutez bien en plus que ces investisseurs-là, ce sont des investisseurs court terme, puisque ces 5% correspondent à environ 33% cette fois d'entre eux. Donc il faut savoir que eux détiennent globalement 20 à 25% de toute la supply de BTC. Et parmi eux, eh bien, il y en a 60%, 67% qui sont en gain. Donc on en a toujours 33 qui sont un peu sous l'eau. Mais globalement, vu qu'on est très proche de leur coût moyen d'acquisition ici aujourd'hui autour des 111 000 $, c'est très logique d'avoir ça. On n'est pas non plus encore dans une explosivité du prix, et surtout il faudra retrouver notre précédent ATH vers les 123 124 000 $ pour se retrouver avec des investisseurs qui sont à 100% en profit. Mais c'est plutôt intéressant puisqu'on revient un peu, entre guillemets, des tréfonds de l'océan, où voilà, il n'y en avait qu'un tiers d'entre eux qui, à la fin août, début septembre, étaient vraiment dans le vert. Donc là, on retrouve quand même une bonne dynamique. On était à peu près vers les 80% lorsqu'on avait retouché les 117 000 $. Et là, vous voyez, il y a un nouveau tiers qui revient en gain. Très intéressant, très sain. Comme on le remarque, ce sont des niveaux support qui ont pu nous servir ici, par exemple, au début juillet, qui ont pu aussi nous servir ici, par exemple, en décembre 2024. En fait, à chaque fois, évidemment, qu'on a un nouveau top, il y a beaucoup d'investisseurs qui FOMO, qui vont investir proche du sommet. Et donc, à la moindre correction, il se retrouve en négatif. Donc là, on est sur un marché qui redevient sain, et c'est très très intéressant de le voir. Et donc du coup, la question que je me pose en tant qu'investisseur, mais aussi en tant qu'analyste, c'est ok, on retrouve quelques niveaux que l'on n'avait pas vus depuis plusieurs semaines. Est-ce que pour autant, les investisseurs souhaitent sortir du marché, potentiellement prendre des gains pour nos fameux hodlers, ou alors plutôt voilà, sortir à break-even, ou au moins sortir avec quelques profits au niveau de tous ces derniers investisseurs de moins de 6 mois, les STH, et bien globalement on voit pas forcément une distribution massive. Oui, il y a des prises de profit, ici en bleu, vous le voyez, ce sont nos investisseurs long terme. Ils prennent leurs gains. Alors évidemment, on est très loin des fameuses zones de top qui sont déjà arrivées par 3 fois dans ce cycle. Globalement, on n'a pas une vente massive de BTC, mais évidemment, j'ai envie de vous dire,
Logique, on va pas leur en vouloir de prendre des gains, on est revenu sur le 118-117 000 $, intéressant de prendre des profils encore. Mais par contre, nos investisseurs à court terme, mais écoutez, ils sont pas forcément assis sur une masse énorme de profils latents. Du coup, eh bien globalement, il y en a toujours qui prennent des pertes. On le voit ici, regardez, toujours à peu près une valeur BTC de 673 bitcoins de vendus en perte chaque jour pour à peu près, j'ai envie de vous dire, 3 à 4 fois plus en prise de profit. Mais comme on le remarque par rapport au précédent palier de prise de gain assez énorme, on est quand même bien en dessous. On est à 1625 BTC de prise de profit par jour comparé à ce qui s'était passé aux 8, 9000, 5, 6000 dans les mois qui ont précédé. Donc si vous voulez, on est dans un marché qui certes est toujours dans le flou, mais s'il y a eu des grosses prises de pertes qui s'étaient passées fin juillet, début septembre, lorsqu'on a touché les 107 000 $, eh bien globalement, pour l'instant, on rebondit plutôt bien. Et surtout, bien, la distribution n'est pas forcément folichonne non plus. Donc très intéressant, ça nous permet un peu de relâcher la pédale de frein, et si on veut aller à la hausse, eh bien on aura de quoi le faire. Donc vous le savez, j'ai un petit biais haussier de mon côté, je ne veux surtout pas vous impacter là-dessus, je peux très bien me tromper, rappelez-vous, mais quand on voit ces données-là, c'est vrai que ça me donne plutôt la sensation que tout se prépare, j'ai envie de vous dire, pour potentiellement nous emmener beaucoup plus haut pour ce dernier trimestre de 2025. Alors évidemment, je ne serais incapable de vous dire si on va exploser à la hausse demain ou encore d'ici 3 semaines, un mois, mais évidemment, je vous parle de tendance de fond là aussi, encore. Au niveau de nos détenteurs à long terme, vous le savez, je vous présente très souvent ce graphique de prise de profit avec le SOPR, mais pour nos investisseurs court terme. Là, je voulais me focaliser sur les détenteurs long terme, où ici, comme vous le voyez, hop, je vais essayer d'élargir un peu ça pour bien que vous distinguiez la tendance. Plutôt intéressant, lorsque nous sommes proches des tops, énorme prise de profit, on est sur un SOPR de 4, donc c'est-à-dire qu'ils sont sur globalement 300% en moyenne, ce qui n'est pas rien du tout, et là on n'est que sur un 1,92. Donc certes, les investisseurs long terme, les hodlers prennent des profits d'en moyenne 92% par rapport à leur coût moyen d'achat initial, mais on est très très loin des grosses zones de pic de prise de gain. Là encore, c'est plutôt intéressant de regarder que, hop, à la mi-septembre, lorsqu'on a juste avant le FOMC de Jérôme Powell et cette fameuse baisse des taux, on était sur des niveaux encore plus bas. Des niveaux que l'on n'avait pas vus, regardez, lors de l'été, automne 2024. Et du coup, ça m'intéresse de savoir ça, puisque ce sont des niveaux historiquement bas, et vu que pour l'instant on rebondit à la hausse sans qu'il y ait forcément une nouvelle euphorie de prise de profit de leur côté, c'est plutôt intéressant de le notifier et de se dire qu'ils ont besoin qu'on aille beaucoup plus haut pour vraiment prendre des gains massifs là encore. Et forcément, je vais aussi vous parler de ces fameux détenteurs court terme. Eux, de leur côté, c'est un peu le même topo. On le sait, ils ont un coût moyen d'acquisition exact de 111 000 $. On est aux 115 000 aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon, on voit très bien qu'ils sont assis sur des gains latents assez faibles. Donc forcément, il n'y aura pas de grosse prise de profit de leur côté. Mais à la fois, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt intéressant puisque, regardez, on est un peu dans le même pattern que ce qui s'était passé lorsqu'on avait repris ce fameux support aux 98 000 $ fin juin et qu'on avait ensuite tergiversé pendant plusieurs semaines sur les 105, 108 000 $. Pareil, peu de prise de gain. En fait, ça nous sert justement à préparer un peu la rampe de lancement qui peut arriver dans le futur. Donc ça, c'est plutôt intéressant et moi, ça me fait évidemment perdurer dans mon biais haussier, mais encore une fois, on se base sur des data on-chain, sur des données tangibles, et on le verra en toute fin de vidéo, j'ai évidemment ce scénario peut-être aussi baissier en tête, mais j'ai des niveaux à surveiller pour infirmer le biais haussier que j'ai actuellement. Et enfin, du coup, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'était justement cette rotation de capitaux, ces flux qui arrivent sur le marché, oui ou non. Alors, très bonne chose, je trouve que Bitcoin tient merveilleusement bien. On est plutôt sur une moyenne à 30 jours, qui oscille entre les 30 et les 25 milliards de dollars qui arrivent sur BTC. C'est extrêmement positif, puisque encore une fois, on n'est pas dans une, comment on appelle ça, dans une dynamique plutôt baissière, où comme vous le voyez, il y a eu ces pertes de capitaux ici, comme c'est arrivé par exemple lors de la fin 2024, début 2025, tout comme ça nous est arrivé entre fin juillet et fin août, mais que depuis, on stagne plutôt bien. Alors maintenant, quel pattern on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un peu ce même schéma ici, où on va avoir on a un marché qui tergiverse, qui ne sait pas quelle direction prendre, et tout d'un coup, les investisseurs, encore une fois derrière les coulisses, décident finalement de retirer leurs capitaux sur BTC. Et donc on voit plutôt des capitaux qui diminuent au fil du temps, jusqu'à en fait nous faire arriver à cette fameuse grosse correction de moins 30% que nous avions eu entre mars et avril 2025. A l'inverse, on peut aussi avoir ce schéma où les investisseurs tergiversent là aussi, mais décident finalement de déposer de plus en plus de capitaux sur BTC, Ethereum, Solana, tout ce que vous voulez, et que globalement, comme vous le voyez après, hop, explosion à la hausse. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que on va surveiller ce type de graphique. Pourquoi? Puisque vu que c'est une moyenne à 30 jours, ça nous aide pas forcément à savoir ce qui se passe au jour le jour, mais on arrive quand même à anticiper les futurs scénarios. Regardez, on avait une baisse de capitaux tout au long de février, la correction n'est arrivée que 2 semaines plus tard. Ici, idem, nous avions une augmentation des capitaux qui est arrivée tout début juillet, et une semaine après,
explosion à la hausse. Donc parfois, ça se joue à peu de choses près, on arrive quand même à comprendre ce que veulent faire les investisseurs. Donc là, on va évidemment surveiller cela et voir quelle direction va vraiment prendre le marché. En tout cas, et ça je l'avais posté sur mon X et j'en avais parlé dans le live de vendredi qu'on a fait sur le Discord, on avait un gros point sur le stablecoin ratio Chanel. Cet indicateur assez intéressant puisque il va nous aiguiller sur justement le fait de est-ce que les capitaux recommencent à être bien déployés sur le marché. Alors ici, on le voit sur BTC, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, on le voit sur la quantité de stablecoins disponibles et de voir quand est-ce qu'ils sont redéployés. Alors évidemment, dès qu'on est à la hausse, c'est que les stablecoins arrivent et sont déployés sur BTC. Lorsque ça repart à la baisse, eh bien c'est plutôt l'inverse. On est sur une dynamique où les investisseurs préfèrent se dérisquer et sortir du marché. Là, pour l'instant, ça fait une dizaine de jours que, regardez, on observe un beau rebond. Alors moi, ça m'intéresse énormément, puisque regardez ce qui s'était passé ici également, juste avant l'explosion à la hausse de la mi-juillet, ou encore ici également, lorsque nous avions vu un regain de capitaux qui rentrait dans le marché, alors que le prix finalement restait un peu dans cette consolidation que nous avions eue entre mars et novembre. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est d'essayer d'anticiper ce genre de pattern, et encore une fois, un peu comme le graphe précédent, ce que l'on ne veut pas voir, c'est ce qui se passe ici, où tout d'un coup on a un rebond, et finalement ça repart à la baisse. Donc celui-là, typiquement, je le surveille tous les jours, parce que j'ai clairement envie de comprendre ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent. Au niveau des capitaux déployés par les whales, donc vous savez les grands détenteurs de Bitcoin, en tout cas des whales et les institutions, il y a Darkfrost ici qui nous avait fait ce graphique qui nous montre bien, et bien écoutez que même si l'on voit des va-et-vient de comportement de ces institutions ou de ces whales, pour l'instant on est plutôt dans le vert. Et ça dure quand même depuis environ la mi-mai, globalement, et si nous avions eu cette phase de doute, évidemment, lors des dernières semaines, et bien pour l'instant on est plutôt dans quelque chose d'assez positif. Donc c'est assez intéressant de voir ça. En tout cas, les whales et les institutions sont plutôt en train d'accumuler. On l'a vu aussi sur les ETF, que ce soit BTC ou Ethereum, il y a un peu plus d'entrée de capitaux. Encore une fois, c'est assez timide, mais c'est plutôt bien. On prépare une tendance de fond. Le but, ce n'est forcément, en tout cas ça nous plaît en tant qu'investisseur, puisque le but, ce n'est pas que ça parte sans nous, tout d'un coup sans prévenir. Si on arrive à construire une rampe de lancement petit à petit pour qu'on explose à la hausse ensuite, eh bien on a le temps de se préparer et d'anticiper ce scénario. Maintenant écoutez, je devais vous partager ce graphique, puisque que l'on croit encore au cycle de 4 ans ou non, c'est plutôt intéressant, mais on s'approche, ça y est, à quelques jours près de la fin potentielle des cycles haussiers, en tout cas en termes de durée, de 2017 et de 2021. Regardez, 2021, on était à peu près à 527 jours pour le top final. 2017, on était à 525 jours et nous sommes aujourd'hui à 518 jours. Donc nous sommes qu'à 7 jours, qu'à une semaine tout pile de vivre le cycle haussier post-halving le plus long de l'histoire, à voir si ça va corroborer ou pas, mais en tout cas, on est vraiment très proche de cette échéance, ça va être très intéressant de suivre ça. Et donc, à quoi s'attendre pour les jours, semaines, mois à venir sur ce marché? Donc ça a été un peu l'objet de ma dernière newsletter, puisque le but, ce n'est plus d'être un simple passager sur le marché. On est encore dans cette phase où il y a un flou, où on ne sait pas ce que l'on va faire, tout comme ça nous est arrivé tout au long de 2023, cette phase ici, où on avait, pareil, le prix qui tergiversait entre dans une consolidation, et finalement on ne savait pas forcément quoi faire. Tout comme ça nous est arrivé lors de l'été 2024. Et tout comme ça nous arrive encore actuellement. Ça fait quand même depuis la mi-mai que nous tergiversons entre les 107 et 120 000 $. Qu'est-ce que l'on fait? Et quelle est la mécanique pour ne plus être un simple passager et stressé en fait du marché? J'ai présenté ce graphique dans cette newsletter, où en gros, si on veut être dans l'optique que l'on ne veut pas être totalement stressé du marché et d'être tous les jours sur les graphiques, on a ce graphique sur Check on Chain qui est extrêmement pertinent. On a déjà ce niveau primordial à tenir. Vous le savez, j'en ai parlé largement assez dans les précédentes vidéos. À chaque fois que l'on rebondit dessus, ici le prix en noir, on repart à la hausse. Pour l'instant, c'est chose faite. Mais on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On n'a pas de boule de cristal, malheureusement. Donc ici, plutôt les 111 000 $. Tant qu'on les tient, ma cible, pour avoir vraiment un top digne de ce que nous avions eu en mars 2024 ou ici en novembre-décembre 2024, c'est à peu près cette fameuse zone au-dessus des 140 000 $. Là, il y aura une vraie surchauffe de marché. Le but, c'est d'essayer de repérer les deux extrêmes. Celui où on sera dans l'extrême peur du marché et celui où on sera dans l'extrême euphorie. Et pour l'instant, il est à peu près estimé autour des 144 000 $, mais comme vous le voyez, c'est une moyenne dynamique, donc on va la surveiller là aussi. Et maintenant, si on devait corriger et ne pas tenir ce coût moyen d'acquisition ici aux 111 000 $, la zone que je surveille, eh bien, c'est celle des 97 000, qui, comme vous le voyez là encore, en 2025 et 2024, nous avait servi de parfait bottom pour repartir ensuite dans une dynamique plus haussière. Donc évidemment, ça va nous aider à y voir beaucoup plus clair sur le marché. Là, je vous ai sorti vraiment le plus simple de ce que je regarde tous les jours. Il faut absolument tenir ces 111 000 et ensuite on sera
vers où on se dirige. Mais en tout cas, les 140 000 semblent être une très bonne target à venir. Mais évidemment, ne vous basez pas uniquement, vous le savez, sur ce que je vous dis, je ne suis pas du tout conseiller financier, je préfère le préciser. Donc pour résumer, évidemment, pendant que le prix en surface, il ne fait pas grand-chose et qu'il y a de l'incertitude pour les investisseurs, les données que l'on vient de voir, tout ce qui se passe en coulisses, tous ces mouvements que l'on ne voit pas encore sur le prix, nous donnent quand même une image beaucoup plus claire, celle d'un marché qui pour l'instant reprend des forces petit à petit, à chaque fois c'est à confirmer. Encore une fois, on n'est pas à l'abri qu'il se passe un catalyseur qui n'aille pas dans notre sens, mais encore une fois, sur du moyen terme, ça a l'air plutôt pas mal. Vous le savez, mon but c'est d'anticiper les scénarios possibles, d'accord, pour ne jamais être surpris. C'est pour ça que je vous présente très souvent le scénario à la hausse, mais aussi le scénario à la baisse. C'est un peu la différence fondamentale entre un passager angoissé et un peu devenir le pilote de nos investissements. Et globalement, c'est un peu aussi le côté mindset dont je voulais vous parler aujourd'hui. Puisque, de mon côté, et c'est vrai que depuis que je fais de l'analyse on-chain, c'est beaucoup plus vrai, ça mène à un repos, à une sérénité d'esprit. Parce que je ne parle pas forcément uniquement du sommeil, mais le vrai repos, au sens littéral peut-être, c'est aussi de se libérer des choses qui nous fatiguent. C'est-à-dire que là, on a l'incertitude, on a le stress du marché, on a les décisions impulsives qui peuvent nous faire avoir dans un sens comme dans l'autre, et du coup avoir un système qui est plutôt clair, avec des données qui sont actionnables, c'est ce qui va nous donner de la sérénité d'esprit. Et c'est ça qui va nous permettre de faire les meilleurs choix possibles sur nos investissements. Encore une fois, le but c'est d'être en paix avec où l'on place notre argent. Encore une fois, de l'argent durement gagné par notre travail au quotidien. Donc le but, c'est pas de le faire, de faire n'importe quoi avec. Et ça, vous le savez, cette façon d'analyser le marché, pour le mot de la fin, c'est un peu la base de mon travail. C'est un système que j'essaye d'affiner en permanence pour prendre des décisions les plus nettes possibles, les plus faciles possibles, sans y passer ma journée et sans avoir 50 000 indicateurs à ma disposition. Donc forcément, si cette approche vous parle, déjà, abonnez-vous, ça fera grand plaisir. Vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Je me fais un grand plaisir à chaque fois, tous les lundis précisément, de tous vous répondre. Et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir de vos nouvelles à chaque fois. Mais en tout cas, vous le savez aussi, vous pouvez recevoir mes analyses exclusives sur la newsletter qui est totalement gratuite, que ce soit mes stratégies, mes frameworks, que je ne partage en tout cas nulle part ailleurs, sauf évidemment sur le Discord. Mais globalement, la prochaine étape est plutôt simple. Rejoignez cette newsletter qui vous aidera, je l'espère, à mieux comprendre le marché. Et puis globalement, vous allez découvrir comment je construis un peu tout mon arsenal d'indicateurs pour savoir quoi faire en fonction des différentes situations. Le lien est juste en dessous dans la description, donc cliquez dessus et devenez le pilote de vos propres investissements. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, si ça vous a semblé un peu familier de comment on se sent sur un marché quand on est dans un flou artistique comme encore actuellement, eh bien n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça fait toujours plaisir de suivre ce qui vous est arrivé et comment vous avez réagi par rapport à ça. Voilà, n'oubliez pas, merci encore d'être ici, merci de me suivre sur cette chaîne, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.